c'est un honneur pour moi, Excellence Monsieur le ministre des Finances, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, en vos distingués invités, en vos titres et qualités respectives, bonsoir. C'est un honneur, comme je disais, donc de pouvoir participer à cette première conférence Risque Pays RDC, organisée par le ministère des Finances et portée par la première agence de notation financière dans l'espace francophone de Bloomfield Investment Corporation. Et c'est d'autant un honneur de modérer pour moi ce panel qui va aborder les questions, en tout cas qui va aborder la situation sécuritaire externe et interne de la RDC, mais surtout qui va l'aborder sous le prisme du risque pour les investissements. Car le projet que je dirige, USL Invest, accompagne les investisseurs, accompagne les entreprises pour faciliter les investissements en RDC, et c'est une question donc qui nous intéresse au plus haut point. Chers panélistes, sans plus tarder, pour aller dans le vif du sujet, puisque nous n'avons que très peu finalement de temps qui nous est imparti, Excellence Monsieur Acelo Akito, quel est aujourd'hui l'état d'accès à l'étendue du territoire national en RDC? Est-ce que le risque sécuritaire interne est maîtrisé pour permettre finalement la sécurité des biens et des populations, notamment dans les zones les plus reculées? C'est une première question que je vais vous adresser, Excellence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame, pour la question. Je voudrais commencer par remercier très sincèrement Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, pour avoir initié cette rencontre à laquelle nous sommes associés. Vous remercier également toute l'organisation pour sa bonne tenue jusqu'à 7 minutes. Je m'appelle Acelo Akito Akoy Daniel, pour que vous puissiez, à chaque fois que vous allez revenir sur mon nom, les prononcer bien. Madame, je m'appelle Acelo Akito Akoy Daniel. Je suis avocat de profession, licencié en droit de l'Université de Kinshasa. Je suis avocat depuis 2004, profession que j'exerce au barreau près la cour d'appel de Kinshasa, Mateta, Kinshasa. Sur le plan politique, je suis cadre de l'UDPS Tshisekedi, secrétaire général adjoint chargé des questions juridiques et stratégiques. Je reviens à votre question. Permettez que je prenne toutes les réserves du monde parce qu'il s'agit ici de la sécurité d'un pays et on ne vient pas exposer les choses liées à la sécurité d'un pays très explicitement à n'importe quel endroit. La République démocratique du Congo, comme pratiquement tous les pays du monde, à moins qu'on ne soit très encombré par les autres, mais sinon, l'accès à la République, vous trouverez là la voie ou les voies aériennes, les accès ou l'accès terrestre, les accès lacustres
ou l'accès lacustre et fluvial. À ce jour, tous ces accès permettent le mouvement de tous les citoyens congolais et de tous les citoyens du monde d'Afrique qui veulent entrer en République démocratique du Congo. Pour ceux qui viennent de l'étranger, en se soumettant bien sûr aux règles d'accès sur le territoire de la République démocratique du Congo. C'est lui qui veut prendre l'avion, peut bien le prendre lorsqu'il se serait bien conformé à partir du territoire d'origine ou de provenance. C'est lui qui veut prendre la voie ferrée, si celle-ci existe. Il peut bien le prendre à partir du territoire de provenance ou de son état d'appartenance. C'est lui qui veut prendre la route peut bien entrer en République démocratique du Congo à partir de son territoire d'origine ou de sa voie de provenance. Donc, la RDC, comme les autres pays du monde ou d'Afrique, est ouverte. Ses frontières, ses voies d'accès sont susceptibles d'être franchies à la seule condition pour quiconque veut y entrer ou en sortir de se conformer aux conditions légalement prévues par la législation nationale ou par des textes qui régissent les rapports de notre pays avec ces pays, les États voisins ou les organisations régionales ou sous-régionales. Ceci m'amène à dire que parce que nous sommes ouverts à l'Afrique et au monde, ceux des hommes d'affaires qui pensent bien venir en République démocratique du Congo pour investir sont les bienvenus et accèdent en toute sécurité en République démocratique du Congo. Question de suivre et d'entrer par ces voies sécurisées. Parce que on va nous raconter des histoires telles que dans tel coin, mais il n'y a pas de pays au monde où la sécurité est parfaite. Il n'y en a pas. Vous qui venez, entrez par de voies sécurisées. Je sais ce que je dis. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, je vous remercie. Je me permets de vous couper, peut-être simplement pour préciser. Vous avez mentionné donc les investisseurs, les hommes d'affaires. Et si je comprends bien, finalement, la situation sécuritaire interne est maîtrisée, selon vous, à RDC. Et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui est mis en place pour assurer la protection des activités des investisseurs étrangers notamment, que vous venez de mentionner? L'investisseur étranger est d'abord un citoyen du monde. Avant qu'il ne soit investisseur, il est d'abord citoyen du monde. À cet égard, il a droit à la protection comme tous les citoyens de ce pays.
parce que c'est un citoyen du monde. Ajoutez à cela le fait qu'il est investisseur, c'est donc quelqu'un qui amène à la République démocratique du Congo quelque chose. Donc, hormis ce principe qu'il est sécurisé sur le plan physique, sécurisé par rapport à ses biens, sécurisé par rapport à son patrimoine, lorsque il désire lui-même être autrement sécurisé, il introduit une demande auprès des services attitrés et cette sécurité toute particulière lui est accordée. Mais déjà de principe, l'État congolais, de par sa législation nationale, sécurise et les Congolais et les investisseurs. Mais pour s'assurer lui-même de ce que sa sécurité peut être autrement assurée, je disais, si l'investisseur voudrait bien que ça se fasse autrement, nous avons des avocats dans ce pays qui les ont toujours assistés, encadrés, pour savoir à qui on peut s'adresser pour que cette sécurité autrement envisagée soit assurée. Mais sinon, je ne voudrais pas entrer dans le domaine de la justice, où là, effectivement, il y a tout un arsenal juridique qui sécurise les investisseurs dans ce pays. Je vous remercie, Voilà. Excellence, pour votre réponse et de nous avoir éclairé sur la situation de la sécurité interne. Peut-être que pour rebondir justement sur les aspects de perception finalement du niveau de sécurité à l'étranger, du niveau de sécurité de la RDC, M. Grignon, je vais me tourner vers vous. J'espère que je prononce bien votre nom, M. Grignon. Quelle est la perception à l'étranger du niveau de sécurité de la RDC? Est-ce que cette perception a évolué? Son Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, vient de nous présenter l'état de la situation sécurité interne et nous comprenons que la situation est maîtrisée pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Est-ce que c'est la même perception que nous avons à l'étranger du niveau de sécurité en RDC? Merci beaucoup. Et je merci encore de m'avoir invité à participer à cet échange et à ce panel. Bien sûr, la perception internationale sur la situation en République démocratique du Congo est souvent liée à l'image que transmettent les médias internationaux. Et ces images sont souvent liées à des événements qui renvoient souvent à des situations de crise. Et donc la perception internationale est souvent tronquée. En fait, elle ne prend pas en compte la diversité qui existe dans ce pays continent et qui, bien sûr, connaît toujours aujourd'hui des situations sécuritaires extrêmement difficiles, parfois de violence extrême, notamment et surtout dans les 3 provinces de l'Est du pays qui sont toujours soumises à la violence des groupes armés. Mais c'est aussi une perception tout à fait tronquée parce qu'elle ne représente pas, je dirais, la réalité de cette diversité du pays. Et je vais peut-être essayer de l'illustrer en utilisant effectivement, en mettant en perspective les éléments de cette situation sécuritaire dans le pays. Aujourd'hui, en effet, nous avons toujours une situation sécuritaire très difficile sur 15 territoires.
15 territoires, donc 10% des territoires de la République, à l'est du pays, dans 3 provinces. Nous avons des groupes armés extrêmement violents, des situations de tension sécuritaire extrêmement difficiles, que les institutions de la République, soutenues par les Nations Unies, par la MONUSCO notamment, sur lesquelles nous travaillons ensemble pour les maîtriser, pour réussir à les stabiliser. Et récemment, nous avons eu aussi un investissement de pays de la région pour venir en appui à la République démocratique du Congo, suite à son intégration dans la communauté est-africaine, pour aider à maîtriser cette situation difficile, cette situation sécuritaire difficile dans ces territoires de l'Est du pays. Il faut néanmoins prendre en compte, je dirais, la trajectoire du pays depuis 1 ou 2 décennies. Suite à la réunification, la reconstruction politique de ces institutions, après l'adoption de la nouvelle constitution, la stabilisation du pays a progressé province par province. Et en fait, le départ de la MONUSCO, qui a déjà été acté et décidé par le Conseil de sécurité, son retrait de plus d'une dizaine de provinces ces dernières années, dernière en date des Kasaï l'année dernière, du Tanganyika cette année, c'est l'illustration de cette poursuite de la stabilisation, de la consolidation de la situation en République démocratique du Congo. Quand la mission n'est plus nécessaire, elle s'en va. Et donc aujourd'hui, une mission de maintien de la paix n'est plus nécessaire en République démocratique du Congo, elle n'existe plus que dans 3 provinces. Donc sur 26. Donc c'est une réalité. Même si les perceptions internationales ne prennent pas en compte de cette réalité, c'est ça la réalité. Et le départ de la mission, depuis plusieurs années, c'est ça la réalité, que le Conseil de sécurité, d'ailleurs, comme je disais, a déjà acté. Deuxièmement, je pense que pour prendre en compte aussi cette diversité au niveau de la question sécuritaire, et bien la comprendre, il faut aussi se plonger dans la réalité même de ces 3 provinces et de chacun de ces territoires. Le pays, ou du moins ces territoires, ces provinces ne sont pas à feu et à sang sur l'intégrité de leur territoire. Vous avez aujourd'hui, au nord Kivu, en Ituri, au sud Kivu, des espaces où les activités économiques, les activités, je dirais, minières, bien sûr, peuvent se tenir, les investisseurs peuvent travailler, où on a une situation, je dirais, qui peut être tout à fait attractive pour les investissements. Et j'irai même plus loin, ce sont ces investissements, c'est cette création de richesse qui va bénéficier aux communautés, qui va être accompagnée par le gouvernement, qui va aider ces provinces à sortir de leur situation d'insécurité. Parce que les entrepreneurs, les PME et les investisseurs étrangers offrent une alternative, offrent une vision différente du Congo, offrent un espoir de vie meilleure. Ils créent de la richesse. Et donc, même dans ces provinces traumatisées, il est nécessaire d'accompagner les investisseurs de sorte à ce que la création d'emplois, la création de richesses puisse progressivement les mener à la stabilisation. Et c'est tout l'essentiel. Je pense que, à ce titre, le programme d'action du gouvernement qui a été adopté en 2021 offre vraiment les clés, offre un certain nombre d'instruments et de politiques publiques qui, soutenus par la communauté internationale, mais dans un partenariat orienté véritablement vers la prospérité, la recréation d'une prospérité des populations, peuvent contribuer à changer radicalement cette perception de la RDC d'un pays en crise. Parce que d'une part, le pays n'est pas en crise, loin de là, sur l'ensemble de son territoire. Au contraire, ces situations sont extrêmement difficiles, encore une fois, extrêmement dramatiques et parfois victimes d'une violence inouïe
sur cette quinzaine de territoires qui souffrent toujours, où les populations souffrent. Mais même sur ces territoires, je pense que les investissements du secteur privé sont en fait un facteur essentiel pour pouvoir faire avancer leur stabilisation. Et la politique du gouvernement en termes du programme de désarmement et de réinsertion communautaire doit être liée au secteur privé. La stabilisation communautaire viendra de l'amélioration de l'agriculture, des PME, de la création d'emplois, etc. Monsieur Grignon, je me vois dans l'obligation de vous interrompre, mais je pense que l'essentiel de votre message, c'est vraiment, vous avez mentionné la résilience finalement du secteur privé, dans ces zones notamment qui sont les plus fragiles. Vous avez parlé des programmes du gouvernement qui sont en cours et qui peuvent soutenir donc, la stabilisation et évidemment donc, les efforts des partenaires pour accompagner le gouvernement dans l'effort de stabilisation. Et je vais peut-être rebondir sur l'aspect secteur privé. Nous avons avec nous donc M. Mokeba et je pense que nous pouvons bénéficier de son expérience de banquier, d'investisseur qui accompagne notamment donc, les PME, les entreprises résilientes dans ces, parfois donc, dans les territoires un peu plus fragiles. Monsieur Mokeba, les conflits perdus depuis des années, je pense que nous avons entendu M. Grignon nous mentionner, en tout cas faire l'état de la difficulté de la situation sécuritaire de certains conflits. Est-ce que vous avez constaté une variation des investissements, notamment des investissements étrangers au cours des années liés à cette situation? Et avec votre expérience finalement d'investisseur et de secteur et qui travaille au plus près des PME, qu'est-ce que vous recommanderiez, qu'est-ce que vous prônerez comme mesure finalement pour renforcer la sécurité des investissements RDC? Merci beaucoup Madame Lucine pour la question. Mais j'aimerais bien circonscrire quand même le débat que nous menons maintenant, surtout dans le contexte de l'évaluation du risque pays RDC. Je pense que plusieurs panels sont passés. Et le panel le plus important, parce que quand on pense RDC, tout de suite les gens pensent insécurité, tout de suite les gens pensent à la guerre, à une situation d'hécatombe. Donc tout cela est nécessaire qu'on débatte de ces sujets, surtout dans ces forums, pour éclairer la lanterne, surtout de ceux qui nous suivent à l'international. De prime abord, il y a un vrai stéréotype, comme je le disais, à déconstruire par rapport à l'image de la RDC à travers le pays, à travers le monde. La démarche que nous saluons, surtout du ministre de Finances pour ce forum, c'est effectivement de discuter de tout le sujet et qu'il n'y ait pas tabou, y compris les questions sécuritaires peuvent être discutées. J'ai aimé que lors des interventions qui sont passées, le ministre a parlé de moins de 3% du territoire qui était en insécurité. Là, on vient d'entendre, c'est moins de 10%. Donc, effectivement, contrairement à l'image qui est véhiculée à l'international, la RDC, c'est un pays d'opportunités et c'est possible d'y investir, un peu comme tous les autres pays qui peuvent avoir des poches de troubles ça et là. Donc, effectivement, c'est des questions importantes à aborder. Le deuxième point, c'est que cette situation perdure par gap d'information. Il y a asymétrie d'information, beaucoup de gens ne savent pas. Pour avoir piloté quelques missions économiques ici avec quelques investisseurs, nous en avions amené plus de 300 en décembre de l'année dernière, les investisseurs qui ont sillonné Kinshasa, on les a amenés au Kasaï, à Lubumbashi et à l'Est pour qu'ils se rendent compte. Mais les témoignages de ce qu'ils disent, quand ils arrivent à Kinshasa, ils sont choqués parce que pour la plupart, c'est leur première fois d'arriver. Ils pensaient trouver peut-être pas de moyens de déplacement, ils pensaient peut-être pas trouver des logements en termes d'infrastructures hôtelières, mais ils sont un peu surpris. Donc il y a un gap à combler et pour avoir pris le risque RDC en tant qu'investisseur ou en tant que patron de banque aujourd'hui, je peux dire que la RDC a connu une évolution et ça s'est fait sentir et ça s'est fait voir dans les chiffres.
Moi, ça fait 7 ans que j'ai géré une institution bancaire avec un total actif de 130 millions. À ce jour, 7 ans se sont écoulés, la même institution a un total actif de 4 milliards. Il n'y a pas mieux. Je pense presque rarement dans des pays au monde, tu trouveras ce genre de croissance spectaculaire. Donc c'est vraiment une terre d'opportunités. J'ai aimé d'autres intervenants qui ont martelé sur cet aspect. Mais cela ne peut pas nous pousser à ne pas reconnaître qu'il y a des efforts à mener. Et ça a été souligné ici à plusieurs égards, qu'il y a une volonté affirmée du gouvernement de faire avancer cet agenda. Pour revenir sur les considérations d'un investisseur, un investisseur, c'est un preneur de risques. Mais avant qu'il prenne le risque, il doit avoir suffisamment d'informations pour apprécier son appétit du risque et prendre toutes les dispositions. Il y a toujours une corrélation entre le risque et les opportunités. Là où il y a une plus grande opportunité, le risque peut être un tout petit peu élevé. Donc c'est une adéquation et un équilibre normal pour un investisseur à prendre. Comme je disais encore, pour nous, nous venons tout récemment de faire une injection de 100 millions de dollars en capital. Donc on finalise ça au mois d'octobre ici. Donc ça montre qu'il y a un engagement fort pour les investisseurs. Et moi qui suis dans le secteur bancaire, je n'ai jamais vu autant d'intérêt maintenant dans le chef de plusieurs investisseurs à travers le monde sur la question RDC, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie ou en Afrique, ou encore l'intérêt des Congolais à pouvoir investir dans leur propre pays. Voilà tout ce que je peux dire à ce stade. Merci. Je vous remercie, M. Célestin. Et je vais rebondir peut-être sur ce que vous avez dit, donc défis sécuritaires, mais terre d'opportunités. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, en quoi est-ce que la réforme de la police qui est en cours peut justement soutenir et accompagner ce regard que les investisseurs ont sur la RDC comme étant une terre d'opportunités? Merci une fois de plus, Madame, pour la parole. La réforme de la police nationale congolaise par rapport à l'importance que requiert cette police, cette réforme est très capitale à plusieurs titres. D'abord pour le gouvernement de la République, au vu de l'importance du territoire national, au vu de la densité de la population que nous avons au jour d'aujourd'hui, au vu de cette question de la sécurité ou de l'insécurité, c'est selon, il nous semble que cette réforme qui est en marche doit être amenée jusqu'à son terme. La réforme, son importance ne réside pas nécessairement dans le fait qu'on doit avoir de textes nouveaux, le fait qu'on doit avoir de bâtiments ou des camps de policiers, etc. Mais il y a cette question de l'importance par rapport au nombre qui se pose. Au jour d'aujourd'hui, à travers la République, je dois l'affirmer, je dois le reconnaître, la police nationale congolaise fait face
à l'insuffisance dans ses effectifs. Vous allez vous retrouver, je viens de territoire de Kwamouth, où vous apprenez qu'il y a des situations d'insécurité. Tout ce que vous avez comme des détails sur ça, ce n'est pas lié à votre question. Mais j'arrive dans ce territoire-là, grand. Si le commissaire général de la police nationale congolaise n'avait pas pris précaution pour envoyer quelques policiers là-bas, ça aurait été pas une situation bonne pour nous. Donc il y a la question du nombre d'effectifs qui se pose. Je ne suis pas tenté de me contredire, mais s'il y a un investisseur sérieux dans ce coin-là et qui a besoin d'être davantage sécurisé, le problème peut naturellement se poser. Effectivement, ça, il faut le reconnaître. Ça, c'est par rapport à l'insuffisance, par rapport aux effectifs. Et comme quelqu'un l'avait dit tout à l'heure là, moi aussi, je suis très heureux que d'avoir en face de moi mes collègues ministres de budget et de finances qui peuvent estimer que je les embête, mais voilà la réalité, c'est qu'il y a insuffisance dans les effectifs de la police, et pour que nous puissions combler, pour que nous puissions atteindre cet objectif-là, nous devons recruter. Nous recrutons et nous devons former. Nous formons et nous savons répondre aux besoins nous exprimés par notamment les investisseurs congolais ou étrangers qui ont besoin de se retrouver partout en République démocratique du Congo. Il ne faut pas qu'un investisseur se dise: si je ne suis pas à Kinshasa, si je ne suis pas à Lubumbashi, si je ne suis pas à Goma, je ne peux pas me sentir sécurisé. Mais pour que nous puissions les sécuriser davantage, disais-je, il faut que nous ayons des effectifs suffisants de la police nationale congolaise. Je vous remercie, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de nous avoir partagé avec beaucoup d'honnêteté finalement l'état de la situation sécuritaire interne, avec donc les défis que rencontre la police nationale, mais également donc la réforme qui est en cours, avec l'objectif d'assurer la sécurité des biens et des populations partout sur le territoire, et donc les besoins du ministère qui vont avec également. Je pense que tout à l'heure, M. Moukeba, vous avez dit qu'un investisseur a besoin d'être informé pour pouvoir prendre une bonne décision d'investir. Et je pense qu'une information comme celle-là, de savoir dans quels sont les risques finalement, ou quels sont les défis auxquels font face la police nationale pour assurer la sécurité, est aussi importante. Mais nous savons aussi que l'investisseur a besoin de prévoir, d'avoir une vision un peu plus certaine du futur et à horreur de l'incertitude. Et en règle générale, beaucoup de préoccupations se posent sur la stabilité des pays autour des élections. Donc je vais me tourner peut-être vers M. Grignon. Quel est aujourd'hui, selon vous, les risques sécuritaires qui sont liés au processus électoral à venir de 2023? Merci. Je crois que le premier point à mentionner, c'est que les élections représentent, dans beaucoup de pays, et c'est tout à fait normal, un moment de stress politique, de test pour les institutions d'un pays. Et donc les risques qui existent au Congo sont des risques qui sont tout à fait normaux, en liaison justement avec cette expérience démocratique, avec un moment où les rênes du pouvoir sont remises sur la table,
à travers le processus électoral. Deuxième chose, nous venons d'avoir dans la région 2 processus exemplaires. Donc des élections apaisées, réussies, qui aboutissent dans l'un des cas à une alternance. Donc des processus sans violence sont possibles. Il n'y a pas de fatalité. Donc je pense que ce sont 2 points importants. Les risques existent, mais ils peuvent être tout à fait maîtrisés. Et bien sûr, ces risques sont liés notamment à la façon dont le processus est géré. Il y a toujours une anxiété qui va jusque, je dirais, parfois dans les communautés, sur le fait que les élections peuvent être marquées par en fait la logique du winner take all. Le fait que le gagnant prend tout, le perdant perd tout. Et c'est cette anxiété, cette perception de risque qui parfois peut mener à la violence. Donc, très brièvement, pour répondre à cette difficulté, en RDC comme ailleurs, c'est d'abord, bien sûr, le leadership du pays qui doit donner confiance, qui doit rassurer. Mais pas simplement, je dirais, le leadership du gouvernement, le leadership aussi de l'opposition. Tout le monde doit investir dans la réussite du processus. Et la compétition politique ne doit pas être un combat. Deuxième chose, il faut investir, bien sûr, dans la communication, dans l'explication et rassurer les populations pour que l'espace démocratique soit aussi un espace inclusif, un espace où les jeunes, les femmes puissent participer et un espace qui finalement ne donne pas lieu à des tensions, à des manipulations qui mènent aux incidents sécuritaires. Et ne pas oublier non plus l'histoire du pays. En 2006, situation sécuritaire beaucoup plus difficile, les élections se sont bien passées sur l'ensemble du territoire. Donc des élections apaisées sont possibles. Bien sûr, les risques existent, mais à travers, je dirais, un investissement du leadership national pour faire en sorte que la confiance existe et une politique comme la mène aujourd'hui la CENI de consultation, de concertation sur la gestion du processus, on maximise les chances de l'apaisement. Merci. Je vous remercie, Monsieur Grignon. Donc, les risques existent, mais ils peuvent être maîtrisés. Monsieur Célestin, pour les investisseurs, quel type de soutien politique ou sécuritaire est-ce que le gouvernement local ou national pourrait apporter pour justement que l'investisseur se sente rassuré face à ces risques sécuritaires et ces défis sécuritaires que nous venons de mentionner? Merci beaucoup pour la question. J'allais dire ceci, le rôle de l'État, si je commence par là, c'est de pouvoir créer les conditions propices à l'éclosion des investissements dans le pays. Donc, l'État procède dans la mise en place des réglementations dans plusieurs domaines, une réglementation judiciaire, révision de la fiscalité. Tous ces ingrédients contribuent à l'attraction de l'investissement dans le pays. Donc je pense qu'aujourd'hui, les différents panels et même les allocutions de leurs excellences ont martelé sur les réformes qui sont en cours dans plusieurs domaines, justifiant l'amélioration de la situation globale pour stimuler l'arrivée des investisseurs dans le pays. Donc, mais il y a quand même des chantiers qui restent, notamment le chantier de la fiscalité et de la parafiscalité. Je pense que je ne vais pas répéter tout ce que tout le monde a dit ici. C'est un grand chantier, il faut des réformes courageuses. Et je pense que l'État y gagnerait énormément en élargissant l'assiette fiscale, en ayant une fiscalité inclusive qui atteint le plus grand nombre et en réduisant le poids sur les quelques entreprises qui pèsent, qui portent le fardeau de tout le pays. Je pense que ça, c'est une réforme qui est attendue. On a parlé de la redondance des taxes.
Ce sont des choses qui doivent être, que le gouvernement devrait assainir, notamment la situation judiciaire aussi. Ce sont des réformes qui sont attendues pour améliorer les investissements. Mais à ce stade, je peux dire encore qu'au regard du passé, comme vous m'avez posé la question récemment, il y a eu beaucoup de progrès, il y a eu beaucoup d'évolutions et je le martèle encore qu'aujourd'hui, plus que hier, l'intérêt devient plus grandissant pour les investissements au pays. C'est vraiment pour nous, que ce soit dans le chef du secteur privé et du secteur public, de mener des dialogues qui vont aider le pays à amorcer ce virage. Nous sommes sérieusement dans un grand virage. Si c'est bien amorcé, le pays peut réellement décoller. Donc, nous aimons l'ouverture des dirigeants à ouvrir les dialogues entre le secteur privé, un dialogue franc, et le pragmatisme, surtout dans la mise en œuvre des différentes recommandations, permettrait le pays à sortir de cette situation. Nous sommes effectivement dans un monde qui est en évolution, avec cette crise post-pandémie et la crise après de la guerre en Ukraine. C'est une opportunité pour les pays africains en général, surtout les pays qui présentent des grandes opportunités comme la RDC pour améliorer le côté de l'autosuffisance alimentaire avec l'amélioration de l'agriculture par exemple ou des investissements dans les domaines de l'agro-industrie. Notre opportunité, c'est que les cours des matières premières sont très favorables pour la RDC, donc c'est vraiment le moment idéal de mener ces réformes une fois pour toutes et que le pays puisse aller de l'avant. Je vous remercie. Je pense que nous allons maintenant ouvrir la session d'échange et de questions-réponses. Nous avons, je pense, 10 minutes. Nous allons prendre les questions, s'il vous plaît. Quand vous prenez le micro, vous vous présentez, vous posez directement votre question et si vous pouvez être bref aussi. Nous allons peut-être prendre une série de 3 questions. Madame Soraya, nous avons le temps. Merci. Merci beaucoup. C'est Claude. Hein? Ma question s'adresse directement à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, Asselo. Alors, Vice-Premier ministre, je m'excuse. Cette question est liée au climat des affaires. Lorsqu'un investisseur, qu'il soit étranger ou national, il veut investir, il se pose d'abord la question où est-ce que je vais investir. Donc, en termes de territoire, il localise par exemple Kinshasa, il localise la ville, le quartier, la commune, etc. Et tous ces processus, il veut se rassurer si le quartier ou la commune, la ville, le pays est sécurisé. Et lorsqu'il n'y a pas de garantie de sécurité, ça pose déjà problème. La question est de savoir réellement, est-ce qu'il y a des plans? Parce qu'ici, c'est comme si on s'intéresse plus sur la question macro-sécuritaire. On reste sur l'ensemble du territoire national, mais on oublie surtout, et comme la décentralisation l'a permis, de s'atteler sur le rapprochement des structures étatiques avec la population. Est-ce qu'il y a cette synergie entre les communes, les gouvernorats, les mairies et le gouvernement central pour avoir une planification en termes de quantité et qualité des effectifs de la police? Parce que l'Excellence a évoqué ici la question de financement. S'il n'y a pas ces plans stratégiques, je ne vois pas comment le ministre des Finances et du Budget peuvent financer cela. Et je pense que c'est là où se trouve vraiment le problème. Est-ce que nous avons un plan sécuritaire en matière, bien sûr, de sécurisation de notre territoire et la population? Merci. Je vous remercie pour votre question. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, voulez-vous répondre maintenant ou souhaitez-vous que nous prenions une série de questions d'abord? Monsieur Claude, merci pour la question. Bon, tout à l'heure, là, un investisseur disait les affaires où
les investissements, c'est un domaine de risque. Ce n'est pas moi qui l'avais dit. Et quand il en parle, il voit le domaine d'activité, il ne voit pas seulement un pays. Parce qu'on n'exerce pas les affaires seulement en République démocratique du Congo. On n'investit pas seulement en République démocratique du Congo. Et si il est vrai que les investissements ou les affaires est un domaine de risque, tout ce que nous, comme pouvoir, comme pays, faisons, c'est savoir comment diminuer sensiblement ces risques-là dans les chefs des investisseurs congolais ou pas congolais. Lorsque vous me posez la question du plan sécuritaire, je ne vais pas prendre le risque de vous répondre en vous disant ce qui est fait. Ça, c'est un risque. Je risque même d'être interpellé par mes agents. Merci beaucoup. Je vous remercie, Excellence, pour cette réponse très précise. Peut-être que nous avions tout à l'heure le DG de l'ANAPI qui était dans la salle, et je sais que l'ANAPI a notamment à cœur de regrouper des informations pour les investisseurs, que ce soit, vous avez mentionné, monsieur, dans votre question, que quand un investisseur veut prendre une décision de choix d'un lieu d'implantation, il a besoin en fait de savoir dans quel quartier, dans quelle commune, les informations, peut-être un travail à faire avec l'ANAPI pour avoir en tout cas un minimum d'informations sur le type de service qui est proposé au niveau sécuritaire dans les différentes localités, sans évidemment aller à l'encontre de ce que le vice-premier ministre mentionnait tout à l'heure. Nous allons prendre une autre question. Madame. Mon nom est Dunia Kaza, juriste, chercheur en droit numérique et investissement. Aujourd'hui, on parle de la digitalisation de l'administration. Tout le monde sait qu'il y a certaines données dont la divulgation peuvent troubler l'ordre, peuvent créer la panique. J'aimerais savoir, ma question c'est pour son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Vice-Premier ministre, pardon, ministre de l'Intérieur, y a-t-il des réflexions en matière de cybersécurité pour savoir, lorsqu'il y aura digitalisation, comment nous pourrons réagir, pour éviter à ce que des informations sensibles dont la divulgation peut troubler l'ordre ne soient divulguées de manière illicite et illégale. Merci. Je vous remercie. Cette question s'adresse encore à son Excellence, dont je vous laisse répondre toujours aussi brièvement comme vous l'avez fait tout à l'heure. Madame, il y a tout un département actuellement qui existe au commissariat général de la police nationale congolaise. Et j'espère même que si ce département a déjà des branches au niveau de nos provinces, ça existe bel et bien. Si vous avez besoin de détails sur cette question, je ne voudrais pas vous renvoyer là-bas, mais vous avez l'information. Si ça vous intéresse, il faut approcher le commissariat général de la police nationale congolaise. Je confirme seulement que cette question est effectivement prise en charge par la police nationale congolaise au vu de tout le développement scientifique que nous connaissons au jour d'aujourd'hui à travers le monde, dans tous les domaines de la vie des États. Merci. Je vous remercie. Nous allons prendre deux dernières questions parce que nous sommes déjà arrivés au terme de notre temps. S'il vous plaît.
Merci beaucoup. Jean Bamanissa, gouverneur honoraire. Je félicite et remercie Monsieur le ministre des Finances ainsi que toute l'équipe pour avoir fait cet exercice d'évaluation. Et qui dit évaluation permet de pouvoir progresser. On a parlé des risques puisque la notation se fait aussi sur les zones qui sont insécurisées aujourd'hui, qui sont les zones de l'Est. Et pour cela, très rapidement, je voudrais vous donner une suggestion parce qu'il faut être pragmatique. La question de l'Est affecte l'évaluation sur toute la République démocratique du Congo. Sans revenir sur toute l'histoire, en 2005, 2004, 2005, il a été décidé, la communauté internationale, le gouvernement, les belligérants, les pays étrangers, même les opérateurs économiques à travers la FEC. À l'époque, j'étais président de la commission de la réunification économique parce qu'il y avait une administration tout à fait différente. Il a été décidé que les matières premières congolaises allaient être exportées et transformées vers les pays voisins pour pouvoir créer un équilibre. C'est que cet équilibre n'existe plus. Il a emmené encore plus d'insécurité dans la partie Est. Il faut le résoudre très rapidement parce que sinon, nous allons toujours être affectés par la notation. Alors, il n'y a pas d'Ougandais, il n'y a pas de Rwandais au Nord Kivu ou en Ituri ou au Sud Kivu. Ils sont à leurs frontières, ils attendent que la matière première. Et pour l'or, on évalue à près de 2 milliards de dollars de valeur par an qui sont exportés en fraude, tout simplement parce que le taux à l'exportation est à peu près de 5,5 à 6%, tandis qu'au Rwanda et en Ouganda, ils sont entre 0,5 et 0% même pour l'Ouganda. Donc ce sont des questions qu'il faut résoudre très rapidement, le bois, le café, le cacao, etc. Et sur lesquels nous pensons que nous pourrons faire baisser justement les risques, tant pour nous que pour le pays à côté. Alors la deuxième question sur ce qui crée l'insécurité. Bref, voilà, parce que je crois que la première question, très utile aussi, je crois, pour ceux la première question qui était adressée à qui? C'est une suggestion que je donne, ce n'est pas une question directe. C'est concernant l'importation. Les importations créent un système mafieux et très dangereux aujourd'hui qui devient, avec un réseau qui est beaucoup plus fort que l'État congolais. Parce que la quantité de marchandises et la valeur est beaucoup plus forte que les économies et les budgets de ces provinces dans la partie Est. Pourquoi? Parce qu'en 2004-2005, les opérateurs qui étaient dans la partie Est ont dit on veut que nos importations par Mombasa arrivent à Kisangani, qui est le point central, au même prix que la partie, l'importation qui se fait par Matadi. Il y a une différence de 12 000 $ par conteneur. Et bien, pour récupérer les 12 000 $, ils utilisent tous les systèmes, dont les ADF et tous les autres systèmes pour pouvoir faire passer leurs marchandises et récupérer les 12 000 $ pour être concurrentiels à l'Ouest. Je vous remercie pour vos remarques et votre contribution. Merci, Monsieur le ministre des Finances. Je vous remercie. Merci, Madame la modératrice. Je pense que nous allons nous arrêter à cette dernière question, le temps de ce panel étant largement épuisé. Je vais donc vous laisser orienter les réponses et conclure, s'il vous plaît, sur ce panel. Très bien, Madame Soraya, effectivement, nous avons débordé de 4 minutes déjà. Je pense que nous arrivons au terme de ce troisième panel de la conférence risque pays. Vous avez entendu nos panélistes, nos intervenants. Ils ont dressé, je dirais, sans complaisance, un état du risque sécuritaire de la RDC. Mais ils ont aussi, et j'ai noté, le risque existe, mais il peut être maîtrisé. Il y a des opportunités. Et ils ont également fait des propositions et des recommandations qui allaient notamment dans le sens de davantage d'actions et de réformes pour éviter et maîtriser les menaces sécuritaires, mais également une meilleure et franche collaboration qui était mentionnée avec les partenaires de la RDC pour stabiliser et pacifier le territoire. Ils ont également mentionné plus de réformes courageuses pour accompagner le secteur privé, pour justement mitiger les risques politiques et sécuritaires. Un autre panel va se tenir juste après et je voulais vraiment remercier Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur de la RDC,
Je voudrais également me remercier le chef de division des affaires politiques de la MONUSCO et le directeur général de Equity BCDC. Et je vous prie de les accompagner avec vos ovations pendant qu'ils laissent la place aux intervenants suivants. Je vous remercie.